Sur cette deuxième partie de séance, donc, on va travailler aujourd'hui sur une notion qui est la spécification géométrique des produits. Donc ce cours que l'on va faire aujourd'hui est dans la suite des cours qu'on avait déjà fait précédemment sur le tolérancement. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la spécification géométrique des produits. Donc c'est-à-dire au-delà de spécifier la dimension d'un élément, eh bien, comment on va pouvoir spécifier la forme de cet élément, c'est-à-dire dire qu'un élément doit être un plan, ou bien dire qu'un élément doit être un cylindre. Comment spécifier l'orientation de cet élément, dire que ce plan doit être parallèle à un autre plan, par exemple, ou bien comment spécifier la localisation d'un élément. Donc, comment indiquer qu'un plan doit être situé à telle distance d'un autre plan. Alors, je vais présenter un certain nombre de choses aujourd'hui qui paraîtront peut-être un peu abstraites. J'essayerai, si possible, de les illustrer avec quelques exemples, mais tout ça sera fait de toute façon lors des prochaines séances de TD. Donc, ne vous inquiétez pas hein, si, pour l'instant, les différents éléments présentés paraissent un peu superficiels. Le contexte de la normalisation GPS, on en avait parlé déjà au moment du cours sur le tolérancement dimensionnel des produits. L'idée, c'est de donner un outil pour que les différents intervenants dans la gamme de fabrication d'une pièce puissent communiquer les uns avec les autres. Donc, c'est-à-dire pour les concepteurs, il faut disposer d'un outil permettant de traduire de façon univoque les exigences géométriques associées aux fonctionnalités. Pour le fabricant, eh bien, il faut avoir cet outil-là comme guide de la fabrication des pièces. Qu'est-ce qui permet de savoir concrètement si la pièce qui a été bien fabriquée ou n'a pas été bien fabriquée. Et puis, une fois que la pièce a été fabriquée, elle va passer dans un service de métrologie où les métrologues vont vérifier les dimensions et vérifier justement que la pièce a été fabriquée conformément à ce qui était attendu. Donc cet outil de norme ISO GPS vise à ce que toutes les étapes de conception, de réalisation et de qualification du produit travaillent sur les mêmes exigences fonctionnelles et puis que ces exigences fonctionnelles soient bien clairement identifiées par chacun et clairement comprises par chacun. Dans ce cours, l'objectif, ça va être de vous transmettre un certain nombre de bases fondamentales sur la spécification géométrique des produits, et puis de vous donner quelques éléments d'interprétation et éventuellement, mais dans de plus rares cas, d'écriture de spécification géométrique. Dans de rares cas, je le dis, puisque nous, il nous arrivera peut-être au cours de la formation au lycée Jules Ferry de vous demander d'écrire ou de proposer une spécification géométrique. A priori, on vous demandera plus généralement de lire des spécifications géométriques et d'interpréter des spécifications géométriques. Le cours se découpera en 3 parties. On verra d'abord une petite introduction sur la spécification géométrique. Ensuite, je vous parlerai de cette démarche de spécification, comment on est arrivé aux différents concepts qui seront vus ici. Et puis enfin, je vous présenterai à proprement parler ce langage de spécification GPS. Une petite introduction déjà. Si on veut représenter le principe de fabrication d'une pièce, eh bien voilà, en quelque sorte, on pourrait utiliser ce schéma bloc. Vous avez une consigne qui est fournie ici à gauche par l'intermédiaire d'un cahier des charges. Et puis la première opération qui est réalisée, c'est la phase de conception. Donc vous allez essayer d'imaginer une pièce qui répond à ce cahier des charges. Ensuite, cette pièce, vous la fabriquez, ça vous donne une pièce réelle. Et puis, exactement comme dans le cas d'un asservissement pour l'étude des systèmes linéaires et continus invariants, vous allez effectuer un certain nombre de mesures sur cette pièce réelle. Ces mesures consistent en l'étape de vérification qui est présentée ici. Et puis, vous allez comparer le résultat des mesures avec
la consigne qui était le cahier des charges. Et au besoin, vous allez adapter la conception pour obtenir un nouveau procédé de fabrication. Donc voilà, d'une certaine manière, comment on pourrait présenter la chaîne de travail, on pourrait dire, hein, depuis la conception d'une pièce jusqu'à la réalisation de la pièce et à la validation de cette pièce. Donc, dans cette démarche, le bureau d'études a pour a pour objectif d'imaginer une solution pour répondre à un cahier des charges. Il prépare un modèle géométrique idéal, et c'est ce qu'on va appeler ici le modèle nominal, qui est issu d'un dispositif de conception assisté par ordinateur. Et ensuite, la démarche de spécification, ça va être la suivante. Il va falloir dans un premier temps recenser les exigences fonctionnelles. Donc, c'est-à-dire à quel endroit est-ce qu'on doit avoir du jeu, pourquoi on doit avoir du jeu, quelle quantité de jeu, à quel endroit on doit avoir serrage, à quel endroit on doit avoir tel état de surface, ceci ou cela. On va traduire ça en spécification dimensionnelle. Donc ça, c'est les limitations de forme, de dimension, pardon, dont on a déjà parlé. La notion de H7, G6 par exemple. Ou bien en spécification géométrique. Et ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, les limitations de forme, d'orientation, de position des différentes surfaces. Et ça, c'est ce qui nous donne le modèle spécifié, qui va permettre de réaliser le dessin de définition d'une pièce. Dans la pratique, on constate que 80% des coûts de production d'une pièce s'engagent dans la phase de conception. C'est-à-dire que si la phase de conception n'est pas menée correctement, eh bien vous allez avoir de nombreux problèmes par la suite. C'est-à-dire que vous allez devoir revenir sur cette phase de conception, et toutes les pièces qui auront été produites avec une conception entre guillemets bancale de la pièce, eh bien seront tout simplement à jeter, ce qui traduit des coûts importants dans votre gamme de fabrication. Donc il est important de bien être capable de réaliser cette phase de conception pour limiter les coûts dans la phase de production. Et puis ensuite, vous avez un bureau des méthodes qui va intervenir, et lui, son rôle dans la chaîne de production, ça va être d'analyser les spécifications fonctionnelles définies par le concepteur et de proposer ensuite une gamme de fabrication qui soit en accord avec les spécifications fonctionnelles. Donc, c'est-à-dire connaissant les machines dont il a à sa disposition, connaissant l'efficacité de ces machines à réaliser des perçages aux bonnes positions, par exemple, eh bien, le bureau des méthodes va choisir une succession d'opérations de manière à faire en sorte que le contrat fonctionnel dont on parle ici, hein, avec cette spécification GPS, puisse être respecté. Et on va lancer ensuite la phase d'industrialisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en coopération le bureau d'études et le bureau des méthodes de manière à pouvoir réaliser cette pièce correctement en respectant les spécifications fonctionnelles, géométriques et dimensionnelles qui sont imposées. L'objectif étant d'optimiser le triptyque produit, procédé, matériaux dont on a parlé déjà à quelques reprises. Ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est le processus de fabrication de la pièce. Maintenant, on peut s'intéresser au processus de vérification d'une pièce. Ce processus de vérification d'une pièce, quand j'ai présenté mon schéma bloc ici, j'ai dit qu'on allait concevoir la pièce, puis fabriquer la pièce, puis vérifier la pièce. Maintenant, ce processus de vérification peut prendre part au cours du déroulement global de mise en correspondance de la pièce avec le cahier des charges. Donc, c'est-à-dire que ça peut avoir lieu au cours du processus, entre deux phases de fabrication, par exemple, ou bien ça peut avoir lieu à la fin de la fabrication complète de la pièce. Vous pouvez déjà vérifier le début de la réalisation de la pièce, par exemple. Je schématise assez fortement, mais on imagine une pièce dans laquelle vous avez 4 perçages à faire. Après avoir fait 2 perçages, vous allez vous interrompre et vous allez vérifier déjà, avant de continuer, que ces 2 perçages ont été faits correctement. Alors bien sûr, dans un cas aussi simple, c'est un peu stupide de s'arrêter après les 2 perçages pour vérifier et puis de ne faire les 2 suivants que si les 2 premiers sont réalisés. Encore que, c'est pas forcément stupide, ça dépend justement de la définition de ces perçages, mais c'est vraiment un exemple simplifié à l'extrême.
La démarche de vérification, elle va se faire ici avec ces 3 étapes qui sont présentées ici. La première étape, c'est réaliser l'acquisition de la réalité. Donc, c'est-à-dire que la pièce réelle est présente, on l'a dans les mains, elle est disponible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer la position d'un certain nombre de points sur cette pièce. Et de cette façon-là, on obtient un nuage de points qui va représenter la géométrie réelle de la pièce. Ensuite, à ce nuage de points, on va associer un certain nombre d'éléments. Donc, par exemple, ce qu'on va faire déjà, c'est que tous ces points, on va les regrouper en paquets. Et vous avez un paquet de points, par exemple, qui représente la surface supérieure de la pièce. Tous ces points-là, par exemple, numéro 672 jusqu'à 887, par exemple, tous ces points-là ont été mesurés sur la surface de la pièce, sur la surface supérieure de la pièce. Et donc, on va regrouper tous ces points-là. Et puis, en utilisant des méthodes de régression 3D, en quelque sorte, on va construire un plan qui représente au mieux les X points qui ont été mesurés sur cette surface-là. Donc, on va définir un plan médian, par exemple, ou un plan médian avec des contraintes. Un plan qui va minimiser les moindres carrés, par exemple. Donc, voilà ici plusieurs exemples de critères d'association qui peuvent être déterminés. Mais voilà, la deuxième étape, en tout cas, c'est associer des géométries idéales aux surfaces mesurées. Et donc ça permet de construire ce qu'on va appeler le modèle géométrique de vérification. Et c'est à partir de ce modèle géométrique qu'on va effectuer le mesurage de la pièce, qu'on va vérifier les écarts dimensionnels entre la réalité et la référence. Et voilà. Mais il est important de retenir ici que, en réalité, de la pièce réelle, on ne connaît qu'une partie abstraite et discrète par l'intermédiaire de ce nuage de points. Alors, si je reviens ici sur ce schéma bloc qui était présenté, si on veut définir un peu les différents modèles ici, à l'entrée du modèle CAO, si vous vous souvenez, on avait tout à l'heure le cahier des charges. L'étape de conception assistée par ordinateur permet de définir ce qu'on va appeler le modèle nominal, le modèle idéal de la pièce. Ensuite, l'étude des jeux de fonctionnement et spécifications de fonctionnement vont permettre de déterminer le modèle spécifié. On obtient en fin de chaîne la pièce réelle, et puis après vérification, donc c'est-à-dire après palpage des différents points sur la pièce, on va définir un modèle de vérification. Et l'objectif ici de cet asservissement, entre guillemets, c'est de minimiser l'écart entre le modèle de vérification et le modèle spécifié. Mais, comme dans tout asservissement, hein, le fait que le modèle de vérification corresponde exactement au modèle spécifié ne veut pas forcément dire pour autant que la pièce réelle correspond au modèle nominal ou au cahier des charges. Le dispositif de cet asservissement, entre guillemets, c'est bien d'essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Mais on a vu, par exemple, dans l'étude des SLCI, qu'un système peut tout à fait répondre avec une erreur permanente. Et donc ici, c'est bien ça aussi qu'il faut garder à l'esprit, à savoir le fait que ce que je vous présente ici a pour effet de diminuer autant que possible les écarts entre pièces réelles et cahier des charges, mais ça ne permettra pas forcément systématiquement de les annuler complètement. Et donc ce langage de spécification va permettre, comme je le disais, pour les concepteurs de traduire de façon univoque les exigences géométriques associées aux fonctionnalités, pour le fabricant de guider la gamme de fabrication des pièces, et pour le métrologue qui va mesurer la pièce, de vérifier que les dimensions réalisées sont bien conformes aux spécifications. Tout ça, ça s'appuie sur un concept qui est ce fameux concept de spécification géométrique des produits. L'idée ici, donc, de la spécification géométrique des produits, c'est une norme conceptuelle. C'est une norme qui va définir les concepts généraux utiles à des normes applicatives dans le domaine de la spécification et de la vérification de la géométrie des produits. Elle constitue le langage commun entre les acteurs de l'entreprise, en reliant la pièce imaginée par le concepteur, la pièce réelle fabriquée et la connaissance de la pièce obtenue par mesurage.
Et on retrouve ici le fait qu'en réalité, la pièce réelle, on ne la connaît pas parfaitement, on ne la connaît que de manière abstraite par l'intermédiaire de ce nuage de points. Et donc, dans cette norme, vous avez 3 niveaux de hiérarchie qui sont celles du concept, premier niveau, deuxième niveau, celui des principes et des définitions, et troisième niveau, celui des applications. L'objectif de toutes ces normes, qui sont regroupées sous ce chapeau de normes GPS ISO 14638, l'objectif, c'est de rendre cohérentes et univoques les démarches de spécification et de vérification de la géométrie des produits, de créer une chaîne ininterrompue de la caractéristique spécifiée à la caractéristique vérifiée, et de formaliser la chaîne de normes du langage graphique aux procédures de mesure. Donc, c'est-à-dire de faire en sorte que les indications que l'on va donner sur un dessin soient réellement vérifiables selon les moyens de mesure disponibles. Les normes de base, ce sont les suivantes. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, on va voir au cours des séances à venir la notion de spécification par zone. On parlera de la notion de spécification par dimension, de spécification par gabarit, ou bien de référence spécifiée et de système de référence. Donc voilà les 4 normes de base sur lesquelles on sera amené à travailler dans ce cours sur la spécification géométrique des produits. Et on utilisera ce qu'on appelle une matrice de spécification géométrique des produits, dans laquelle on va retrouver une première partie qui est celle de la spécification. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui est donné au niveau du dessin de définition de notre pièce comme spécification à propos de l'élément. Et puis la deuxième colonne de cette matrice de spécification, enfin le deuxième ensemble de colonnes, c'est cet ensemble à propos de la vérification, donc c'est-à-dire quels sont les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre pour vérifier que les spécifications dans la partie gauche sont bien respectées. Donc voilà ici un premier exemple de dessin de définition d'une pièce. Donc c'est une cale trapézoïdale. Et puis là-dessus, pour définir complètement la géométrie de la pièce, vous voyez qu'il y a un peu plus d'informations qui sont données que simplement la longueur de la base du trapèze, la longueur du grand côté et la longueur du petit côté du trapèze. Il y a plus d'informations que ça qui nous sont données pour être sûr que la pièce soit réalisée correctement. On retrouve par exemple, alors il y a cette longueur de 1700 qui est donnée, qui est encadrée. On verra à quoi correspond le fait que cette longueur soit encadrée par rapport au fait que cette longueur-là de 60 par exemple n'est pas encadrée. On a effectivement la longueur du petit côté qui est donnée avec cette cote de 60 encadrée. Mais on a tout un tas d'indications qui sont données. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais là, il y a cette espèce de symbole avec 0,2 puis C. Ici, il y a un deuxième symbole avec 0,05. Ici, il y a un troisième symbole avec 0,3 puis A puis B. Alors pour l'instant, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais les indications que je vais vous donner dans ce cours vont vous permettre, lorsque vous êtes confronté à une information de ce type-là, par exemple, de savoir comment vous allez renseigner cette matrice GPS, donc c'est-à-dire à quoi correspond le symbole en question. Et vous avez différents maillons là-dessus qui vont intervenir dans la phase de spécification. Et comment je vais pouvoir faire en sorte que, comment je vais pouvoir mettre en œuvre le procédé de vérification pour m'assurer que ma pièce est réalisée correctement. Et donc vous, plus généralement, on vous demandera en fait de remplir cette matrice de spécification géométrique des produits, matrice GPS. Pour vous la présenter rapidement, cette matrice GPS, elle a cette allure-là. Et on va retrouver là-dedans eh bien, les deux côtés de la matrice, c'est-à-dire que vous allez avoir ici la partie spécification. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que ma pièce est spécifiée. Et vous allez retrouver ici la partie vérification. Donc, c'est comment je vais faire en sorte. Alors, j'ai peut-être été un peu. Alors, ça ultérieurement.
Je vais décaler mes cadres en disant que tout ça, c'est dans la partie spécification. Et tout ça, c'est la partie vérification. Donc, comment je vais mettre en œuvre mon procédé de vérification pour m'assurer que la pièce est correctement réalisée, par exemple. Donc, voilà ici pour cette matrice GPS. Alors, il y a encore beaucoup de choses dans cette diapositive que vous ne savez pas encore comprendre. C'est tout à fait normal, bien sûr, hein, et on va voir ça à l'occasion de ce cours. Donc, voilà ici pour cette matrice GPS. Et voilà, avec cette matrice GPS, pour cette introduction sur la notion de spécification géométrique des produits. Alors, quelques définitions ici pour démarrer. La notion de modèle nominal. Donc, quand vous concevez votre pièce, c'est ce qu'on a fait déjà à l'occasion de quelques séances de TD numérique hein, lorsqu'on a travaillé sur SolidWorks. On a conçu des pièces qui étaient de géométrie idéale. C'est-à-dire que dans SolidWorks, quand vous voulez faire un cylindre de diamètre 20 et de hauteur 50, eh bien vous fabriquez un cylindre mathématique de diamètre 20,000 et de longueur 50,000 et on pourrait rajouter une quille de 0 encore après. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le modèle nominal. Le modèle nominal d'une pièce est un modèle idéal composé de surfaces parfaites, de dimensions nominales exactes, assemblées selon des contraintes géométriques et topologiques parfaitement définies. Donc ce qui est important de retenir hein, dans la notion de modèle nominal, hein, c'est cette notion de idéal avec des surfaces parfaites, des dimensions exactes et des géométries parfaitement définies. Donc voilà ici tout ce qu'on va retrouver hein, dans cette notion de modèle nominal. On est vraiment sur l'aspect mathématique de la pièce. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle le skin model. Donc ça vient de l'anglais, on pourrait le traduire en français par le modèle de peau en quelque sorte. C'est-à-dire que cette pièce nominale, on sait en fait qu'elle n'a aucune réalité physique. Et donc à partir du modèle nominal, on va imaginer une pièce qui est un peu plus proche de la pièce réelle, qui est celle présentée ici sur la droite, dans laquelle la surface plane qui est située sur le dessus, c'est pas vraiment une surface plane, il y a un peu des vagues sur cette surface-là. Et puis le perçage qui est fait au milieu, c'est pareil, c'est pas vraiment un perçage cylindrique, il y a aussi des vagues le long du cylindre, et puis le cylindre, il n'est pas forcément très droit tout du long. Donc ce skin model, c'est une représentation imaginée du produit avec des défauts possibles. Mais on est ici dans quelque chose de imaginé. Ce n'est pas non plus quelque chose de réel. Simplement, compte tenu de la géométrie idéale que l'on a envisagée, eh bien, on sait qu'on peut s'attendre à un certain nombre de défauts et la pièce peut ressembler à quelque chose tel que ce qui est présenté ici à droite. Et donc, c'est cette surface un peu irrégulière qui va définir ce qu'on appelle justement la peau de la pièce, d'où l'appellation modèle de peau ou skin model en anglais. À partir du skin model, on va pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle une partition. Donc, c'est-à-dire que dans le skin model, tous les éléments ne sont pas importants de la même façon. Et on va découper ce skin model en identifiant la partie supérieure, la partie inférieure, la partie de gauche, la partie de droite, la partie cylindrique. Je ne les ai pas représentés ici pour alléger le dessin, mais on pourrait aussi garder en tête la partie de devant et puis la partie de derrière. Donc voilà ici comment je vais découper en quelque sorte, hein, c'est ça l'idée de partition, comment je vais découper mon skin model pour former des entités géométriques qui vont être intéressantes dans l'étude de la pièce. Donc l'opération de partition permet d'obtenir des éléments non idéaux bornés à partir du skin model. Donc voilà ici un certain nombre d'opérations dans la démarche de spécification. Je vais partir du modèle nominal, je vais dégrader ce modèle nominal pour fabriquer le skin model, et puis ensuite je vais découper ce skin model pour fabriquer une partition d'éléments sur lesquels je vais pouvoir attribuer un certain nombre de spécifications. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. À partir de ces éléments non idéaux bornés, donc à partir de ces partitions, je vais définir la spécification de la pièce.
Et le terme de spécification est défini ici. Une spécification est une condition sur une dimension qui peut être linéaire ou angulaire. Cette dimension peut être définie par une caractéristique sur des éléments géométriques identifiés à partir du skid model. Donc c'est bien sur cette partition-là d'éléments que je vais définir mes spécifications, soit par zone, donc c'est-à-dire mon élément non idéal doit être complètement intégré dans une zone de l'espace qui a telle forme. Par exemple, mon élément non idéal doit être contenu entre deux plans mathématiques parallèles, distants d'une certaine distance. Donc voilà ce qu'on entend par spécification par zone. Ensuite, on a la spécification par dimension. Donc ça, c'est ce qu'on a défini, hein, par exemple, quand on a donné une longueur 40 plus ou moins 0,2. Eh bien, si je prends 2 points dans mes points de mesure, je dois avoir une dimension qui est de 39,8, enfin qui est comprise entre 39,8 et 40,2. Et donc on retrouve là-dedans, dans la notion de spécification par dimension et par zone, en effet, les deux conditions de respect dans la condition d'enveloppe. C'est-à-dire effectivement que dans cette condition d'enveloppe dont on avait parlé, en effet, on a à la fois une information à propos de la dimension, c'est-à-dire le diamètre, ou tous les diamètres plutôt du cylindre doivent être compris entre la valeur minimale et la valeur maximale. Et puis on a également une cotation par une spécification par zone, parce que l'ensemble de la surface doit être contenu dans le cylindre de diamètre au maximum de matière, le cylindre parfait au maximum de matière. Donc effectivement, la condition d'enveloppe, c'est l'association d'une spécification par dimension avec une spécification par zone. Et puis vous avez aussi la notion de spécification par gabarit. Donc ça, c'est un peu plus spécifique, mais en quelque sorte, quand on définit une spécification par gabarit, eh bien, ce qu'on va dire, c'est que, par exemple, pour vérifier le dimensionnement d'un alésage diamètre 20 grand H7, alors c'est pareil, il faut prendre ça avec des pincettes, mais l'idée du gabarit, c'est de dire que vous êtes capable de faire un arbre de diamètre 20,0. Et puis, en supposant que grand H7, ça corresponde à plus 5 mm d'écart, par exemple, on va imaginer le fait que vous êtes capable de faire un arbre avec un diamètre 20,5 exactement. Et la notion de spécification par gabarit, elle vous dit que pour votre alésage, qui doit être de diamètre 20 grand H7, eh bien l'arbre de dimension 20,5 ne doit pas rentrer dans l'alésage, alors que l'arbre de dimension 20,0 doit rentrer dans l'alésage. À partir de l'expression d'un besoin fonctionnel, traduit sous forme géométrique, la démarche de spécification va être réalisée en 3 étapes. La première étape, c'est définir l'élément géométrique spécifié. Donc, c'est-à-dire, dans ma partition, quel est parmi tous les éléments celui qui va m'intéresser et comment je peux caractériser cet élément à partir de contraintes de taille, de distance, de forme et ainsi de suite. Ensuite, je vais définir une zone de tolérance, c'est-à-dire sur chacun des critères que j'ai identifiés précédemment, quelle est la marge de manœuvre que j'ai sur ces critères. Et puis ensuite, je vais exprimer à proprement parler la condition fonctionnelle, soit mathématiquement, soit symboliquement, à l'aide de ce langage ISO-GPS que je vous présenterai dans les prochaines séances. Alors, pour illustrer tout ça, on peut revenir sur la notion de spécification de forme, premier exemple. Donc, si je reviens ici sur ce dessin d'ensemble, une tolérance de forme, c'est par exemple ça. Alors, pas tout ça, hein, évidemment, juste le temps de réorganiser mon rectangle. Donc, on a ici un premier exemple de tolérance de forme. Donc, avec cette indication-là, le petit parallélogramme et puis 0,05,
on va donner une indication à propos de la forme du plan qui doit être réalisé ici, donc de ce plan-là. Donc voilà ici une indication à propos de la forme de ce plan. Alors, comment exploiter ici cette spécification de forme? Eh bien, je vais avoir d'un côté tout ce qui va concerner la partie éléments spécifiés, c'est la partie gauche de cet organigramme qui est présenté ici. Et puis à droite, je vais créer la zone de tolérance pour le critère que je veux vérifier. Alors si je veux respecter un critère de planéité, donc par exemple si je reviens sur le dessin d'ensemble qui était donné page 74, ce symbole qui est donné ici, c'est justement le symbole de planéité, c'est-à-dire que cette surface-là qui est tracée en rouge doit être une surface plane. Et j'ai une tolérance qui m'est accordée de 0,05. Donc ce que je vais faire, en revenant page 18, c'est que d'un côté, je vais identifier mes points réels. Donc sur la surface supérieure, je vais fabriquer mon skid model ou bien je vais obtenir mes points par mesure. Donc je vais identifier, ça va être effectivement l'idée, hein. Donc Armand demande si 0,05 c'est la distance entre le point le plus haut et le point le plus bas. Effectivement, c'est bien l'idée ici. Donc sur ma pièce réelle, je vais identifier la surface qui m'intéresse. C'est une surface qui est dite nominalement plane parce que dans mon modèle de référence, c'est une surface plane, mais en réalité, elle n'est pas plane. Et puis sur cette surface-là, je vais extraire un certain nombre de points qui sont matérialisés ici par les symboles ici, les petites croix qui sont matérialisées ici. Et donc ça va caractériser mon nuage de points réels pour mon système. Et puis de l'autre côté, en parallèle, je vais mettre la création d'une zone de tolérance. Donc ça, c'est toujours mon skin model qui est présenté ici. Je vais identifier dans ce skin model la partie qui m'intéresse, la surface nominalement plane supérieure. Et puis, je vais dire que cette surface nominalement plane, je vais lui associer un plan mathématique, cette fois-ci. Et puis, ce que je vais dire ici, c'est que je vais positionner tous mes points mesurés par rapport au plan mathématique, de telle sorte que l'écart moyen entre chacun des points et le plan soit à peu près nul. Donc, c'est-à-dire que je vais répartir autant les points au-dessus du plan qu'en dessous du plan. Pardon. Et puis, effectivement, la distance maximale entre le point le plus loin du plan et le plan, doit être inférieure à la tolérance divisée par 2. Si je reviens ici sur la page 74, donc, ça veut dire que ici, j'ai un plan qui va être un peu approximatif. Et puis, donc ça que je vais présenter ici en bleu, c'est le plan qui est issu de mes mesures. Mais le plan qui est issu de ces mesures à lui tout seul ne suffit pas à vérifier que la surface est suffisamment plane. Parce que, en effet, si je me contente d'étudier la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas, bon, bah ici, le point le plus haut, c'est celui qui a l'air d'être là. Donc, je vais définir ici en vert mon critère de mesure, par exemple. Non, je vais le mettre en rouge, effectivement. Je vais définir ici en rouge le point le plus haut. Je vais définir Z. Ici, le point le plus bas qui a l'air d'être à ce niveau-là. Et puis, je vais mesurer cette distance-là. On diminue un peu l'épaisseur des traits.
Donc je mesure cette distance, et puis j'essaye de voir si elle est inférieure ou supérieure au 0,05. Mais ça, en réalité, on s'aperçoit bien que ça n'a pas vraiment de sens, puisque le plan ici, il est censé être incliné. Donc vraisemblablement, avec un angle d'inclinaison de 3 degrés, sur une longueur de 1700 mm, il y a de très fortes chances qu'il soit normal qu'entre le point qui est situé le plus à gauche et le point qui est situé le plus à droite, si j'effectue effectivement ma mesure de cette façon-là, j'ai une différence qui soit supérieure à 0,05 mm. Donc ce que j'ai fait ici, en quelque sorte, c'est par rapport à la page 18, exploiter uniquement la colonne de gauche. Mais cette colonne de gauche toute seule n'a pas de sens. J'ai besoin aussi d'exploiter la colonne de droite. Et la colonne de droite, c'est celle qui va me permettre de constater le fait que mon plan idéal que je vais présenter en vert, eh bien en réalité, il n'est pas censé être horizontal, il est censé être incliné. Et donc, mon plan idéal, je vais le placer ici à peu près au milieu de ma mesure. Et cette fois-ci, le plan le plus haut et le plan le plus bas, eh bien, je vais les repérer par rapport à ce plan-là. Et donc, c'est dans cette direction-là que je vais mesurer mes écarts. Donc, voilà ici comment je vais définir en effet la distance mesurée. Donc, en effet, le 0,05, c'est la distance qui doit séparer ces deux plans rouges pris inclinés de manière à respecter les 3 degrés, hein, effectivement, de ma pièce, en quelque sorte. Donc ça répond bien à la question d'Armand, effectivement. La tolérance de 0,05 pardon, me dit que l'écart maximal qui doit exister entre le point le plus haut, sous-entendu perpendiculairement au plan vert, et le point le plus bas doit être inférieur à 0,05. Voilà, donc finalement, on peut résumer ici cette spécification de forme en indiquant que la distance entre tout point P extrait de la surface nominalement plane S et le plan médian de la zone de tolérance PM doit être inférieure à la tolérance TF divisée par 2. Voilà ici la condition fonctionnelle à vérifier pour respecter cette spécification de forme pour une planéité, par exemple. Et on pourrait imaginer le même genre de choses pour un cylindre. Vous allez extraire un certain nombre de points de la surface nominalement cylindrique. Vous allez positionner tous ces points par rapport à un vrai cylindre. Attention, dans la spécification de forme, il n'y a pas d'indication particulière qui soit donnée par rapport au diamètre du cylindre. Simplement, vous allez essayer de faire passer le meilleur cylindre qui passe par tous les points du nuage. Et puis, vous allez vérifier que la plus grande distance qui sépare les points du cylindre, du meilleur cylindre, est inférieure à la dimension demandée. Ensuite, on peut complexifier un petit peu les choses en s'intéressant non plus à la forme, mais à l'orientation d'un élément. Alors ici, par exemple, on peut s'intéresser au fait que le perçage dans la pièce qu'on étudie ici, donc c'est ce parallélépipède, hein, cette pièce parallélépipédique avec un trou vertical au milieu, eh bien on peut s'intéresser au fait que le perçage doit être perpendiculaire au plan de la surface supérieure. Alors sur la partie éléments spécifiés, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'axe du perçage. Et donc pour ça, on va identifier dans le skin model ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire la peau de la partie cylindrique. Et puis sur cette peau de partie cylindrique, on va prendre, en gros, on va découper la peau en plusieurs tranches de saucisson, en gros. Et pour chaque tranche de saucisson, on va chercher le barycentre de la tranche. Et puis, l'ensemble de ces barycentres va nous donner cette petite ligne ici, qui est un peu une ligne biscornue, qui est une ligne nominalement rectiligne, axe réel de la surface S nominalement cylindrique. Et c'est cet élément-là qui doit être perpendiculaire au plan supérieur. Et pour vérifier ça, je vais avoir besoin de créer une zone de tolérance. Donc,
le principe va être le même. Je définis dans mon skill model ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire la surface nominalement plane supérieure. À cette surface nominalement plane, je vais associer un plan mathématique. Et ensuite, je vais définir perpendiculairement à ce plan un cylindre de diamètre T0, T0 étant la tolérance que je vais vouloir vérifier. Et puis ce que je dois respecter, c'est le fait que la ligne dont je veux vérifier la perpendicularité doit être contenue dans ce cylindre. Et donc on pourrait exprimer ça de cette façon-là. La distance entre tout point P extrait de la ligne nominalement rectiligne L, image de l'axe de la surface S, et l'axe de la zone de tolérance delta doit être inférieur à T0 sur 2. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans le niveau de complexité, je reviens juste un petit peu sur la démarche qui m'a permis de construire ici cette ligne nominalement rectiligne, axe réel de la surface nominalement cylindrique. L'idée étant définie ici. Donc ça, j'ai en haut ici ma surface réelle. Et puis ce que je vais faire ici dans un premier temps, c'est que je vais associer un cylindre entre guillemets quelconque, hein, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas ici au diamètre du cylindre, je ne m'intéresse pas à la longueur du cylindre. La seule chose que je veux, c'est que ce cylindre soit le plus grand cylindre tangent à l'extérieur de la matière si je suis dans le cas d'un alésage, ou bien le plus petit si je suis dans le cas d'un arbre. Et donc je vais simplement chercher ce plus grand cylindre, je vais garder l'exemple de l'alésage pour cette pièce-là, je vais chercher le plus grand cylindre qui peut rentrer dans mon alésage. Et ça va me permettre de définir la direction principale du perçage, la fameuse droite delta. Et ensuite, perpendiculairement à cette direction delta, je vais définir les plans de construction, donc les plans selon lesquels je vais découper mon cylindre en tranches. Et puis ensuite, je vais définir l'intersection du cylindre réel avec tous ces plans perpendiculaires à l'axe delta pour fabriquer les lignes nominalement circulaires. Et puis pour chacune des lignes, je vais associer le plus grand cercle tangent à l'extérieur de la ligne. Et puis je vais déterminer le point qui est le centre de ce cercle, et c'est ça qui va me permettre d'identifier, à peu de choses près, le barycentre de cette ligne. Et la ligne qui relie tous les points centres des cercles constitue la ligne nominalement rectiligne, image de l'axe réel d'une surface nominalement cylindrique. Alors, ce qu'on a vu ici, enfin ce que je vous ai présenté ici, on ne l'a pas encore vu, mais je vais revenir dessus. On a vu donc déjà la condition fonctionnelle qui permettait de respecter une spécification de forme. Et puis ensuite, je vous ai parlé de la condition fonctionnelle qui permettait de respecter une spécification d'orientation. Ce que j'ai passé un petit peu sous silence, mais sur quoi j'aimerais revenir maintenant, c'est le fait que pour pouvoir parler d'orientation, eh bien ici, hein, j'ai dit qu'on allait construire une ligne nominalement rectiligne, axe réel de la surface S nominalement cylindrique. Donc ça veut dire que pour pouvoir parler de l'orientation de cette ligne, il a fallu considérer à un moment donné que c'était effectivement une ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir respecter une condition d'orientation, eh bien, il faut déjà être capable de vérifier le fait que cette ligne que je vais construire ici est effectivement une ligne. C'est-à-dire que si mon pointillé a cette allure-là, bah là, il devient difficile de considérer que ça, c'est une ligne, et puis étudier la perpendicularité entre cette courbe-là et la surface du dessus, c'est pas forcément évident. De la même manière, si le plan du dessus n'est pas une surface plane, ça n'a pas de sens non plus, ou c'est difficile d'identifier la perpendicularité, d'étudier la perpendicularité entre une ligne et une géométrie qui n'est pas plane. Quelle est la partie que je vais considérer pour mesurer la perpendicularité? Ici, est-ce que je vais comparer la perpendicularité de cette ligne par la partie haute de la ligne, ou plutôt par rapport à la partie basse? Donc ce qu'on est en train de voir ici, c'est que
pour pouvoir vérifier une spécification d'orientation, eh bien, on est obligé, en fait, quelque part, d'imposer une spécification de forme. Et si je reviens à la page 74, eh bien, ici, on a une condition d'orientation de 3 degrés qui est donnée entre la surface supérieure et la surface inférieure de la pièce. Eh bien, cette condition de 3 degrés ne pourra être vérifiée que parce que on aura respecté la planéité de 0,05. Et en l'occurrence, la condition d'orientation, elle est donnée ici avec cette spécification que je vais entourer en bleu par exemple. Ici. Donc voilà ici encadré en bleu la condition de spécification liée, enfin la spécification géométrique liée à l'orientation du plan supérieur par rapport au plan inférieur. Et donc, ce qu'on peut aussi constater, alors je ne rentre pas forcément dans les détails ici, mais c'est que pour l'orientation, vous avez une tolérance de 0,3, tandis que pour la planéité, vous avez une tolérance de 0,05. Et on retrouve bien ici le fait que, avant d'être incliné avec un angle de 3 degrés par rapport à la surface inférieure, il faut d'abord que ce soit vraiment un plan. Si je reviens ici à ce dessin-là que j'avais fait précédemment, donc le plan vert, c'est le plan comment dire, qui représente au mieux mathématiquement la surface nominalement plane bleue. Et puis pour respecter le critère de planéité, il faut que les deux plans rouges qui encadrent la surface nominalement plane bleue et qui sont parallèles au plan vert soient au plus espacés de 0,05 mm. Ça, c'est indépendant, c'est indépendant du reste du monde. C'est-à-dire qu'une surface plane n'a besoin de personne pour être plane. Alors ensuite, le 0,3, eh bien, en fait, il va se mesurer un peu de la même manière que le 0,05, à la différence que la référence qui va permettre de définir l'orientation des plans rouges n'est pas l'axe vert. Dans la pratique, ma surface plane est peut-être réalisée avec un angle de 4 degrés, par exemple, plutôt que de 3 degrés. Donc ça veut dire qu'elle est légèrement plus inclinée que ce à quoi je devrais m'attendre si tout avait été fait correctement. Et donc si je superpose ici mon plan vert et ma surface nominalement plane bleue avec ce qui est présenté au-dessus, eh bien je ne retrouve pas les 3 degrés. Pour autant, ma surface nominalement plane bleue reste suffisamment plane parce que c'est pareil, si j'avais tourné les deux lignes rouges qui étaient autour, elles auraient toujours été plus proches l'une de l'autre que 0,05 mm. Et par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que pour étudier les 0,3 mm, eh bien, je ne vais pas comparer deux plans qui sont parallèles au plan vert. Ça, c'est ce que j'avais fait pour étudier la planéité, et j'avais besoin de personne. Eh bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour étudier l'orientation de 3 degrés, eh bien, je vais le vérifier par rapport à des plans qui restent les plans rouges précédents, qui sont toujours les plans qui, eux, sont officiellement inclinés de 3 degrés. Et donc maintenant, ce que je sais, c'est que ces deux plans rouges inclinés officiellement à 3 degrés, si je prends celui qui passe par le point le plus haut et celui qui passe par le point le plus bas, eh bien ces deux plans-là doivent être au maximum distants de 0,3 mm. Et donc voilà ici comment mesurer les 0,3 mm, en sachant que pour pouvoir vérifier ça, il a fallu avant vérifier le fait que le premier critère, à savoir la planéité 0,05 mm, était elle aussi vérifiée. Donc pour résumer les choses, j'ai ici un critère de forme qui est le premier critère à respecter, qui est la surface doit être plane. Et comme du fait que la surface doit être plane va dépendre le respect d'un certain nombre de critères à respecter, il est plus important de respecter cette planéité, donc on va mettre une contrainte plus restrictive de 0,05 sur cette planéité. Et ensuite, on pourra vérifier la cotation que j'ai mise en orange ici, donc cette fois-ci,
de 0,3, qui est l'orientation de ce plan-là par rapport au plan inférieur. Ici, je vais mesurer avec ces droites rouges, parallèlement au plan vert, l'épaisseur, entre guillemets, on pourrait dire, du plan. Et donc, la distance qui sépare ces deux lignes rouges doit être au maximum de 0,05 mm. Et puis ensuite, comme ce plan, il peut être situé n'importe comment dans l'espace, eh bien, je vais ensuite, dans un deuxième temps, vérifier l'orientation de ce plan. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici en orange deux plans qui sont réellement orientés à 3 degrés par rapport à l'horizontale. Et puis ces deux plans qui sont orientés à 3 degrés par rapport à l'horizontale, je vais venir les plaquer l'un au-dessus de la surface nominalement plane bleue et puis l'autre en dessous de la surface nominalement plane bleue. Et puis la distance entre ces deux plans orange, elle, doit être inférieure à 0,3. Donc voilà ici, pour revenir sur l'exploitation de ces tolérances de forme et d'orientation. Et puis ensuite, le troisième niveau de complexité, c'est quand on s'intéresse à la position, puisque cette fois-ci, on a vu que pour respecter une condition de position, il fallait simultanément respecter une condition de forme, une condition d'orientation et une condition de localisation. Bon, et bien pour mesurer la position du perçage, je vais indiquer que le perçage doit être fait à une certaine distance de la surface A et de la surface B. Et donc, je vais donner les coordonnées x, y du perçage par rapport au plan XY. Mais pour pouvoir mesurer cette position-là, il faut déjà être sûr que la droite que l'on va essayer de positionner est bien parallèle aux deux plans A et B. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, seulement, on pourra s'intéresser au fait de savoir que le perçage est bien situé à une distance X du plan A et à une distance Y du plan B. L'idée ici, donc, de la condition fonctionnelle exprimée mathématiquement pour une localisation, localisation et pour une position, donc c'est ici la distance entre tout point P extrait de la ligne nominalement rectiligne, image de l'axe de la surface S, et l'axe de la zone de tolérance delta doit être inférieur à TP sur 2. Alors ça paraît semblable à ce que j'avais donné précédemment. Si vous vous souvenez, j'avais donné ça pour l'orientation. La distance entre tout point P extrait de la ligne nominalement rectiligne L, image de la surface S, et l'axe de la zone de tolérance delta doit être inférieur à TO sur 2. Ce qui ressemble assez franchement à ce que j'ai écrit ici. La seule différence qu'on identifie entre les deux phrases, en fait, c'est que tout à l'heure, j'avais un TO sur 2, alors qu'ici, j'ai un TP sur 2. Alors le TO, c'était pour tolérance d'orientation. Le TP, c'est pour tolérance de position. Il y a ça d'une part. Mais surtout, la différence essentielle entre les deux conditions, elle vient dans ce qui est donné ici. À savoir le fait que l'axe delta de la zone de tolérance va être positionné par rapport aux références plan A et plan B. Et c'est ce que j'ai surligné ici en vert, qui n'existait pas précédemment dans la condition d'orientation. Ici, on avait simplement défini un cylindre d'axe delta perpendiculaire à P. Et ici, on a défini un cylindre d'axe delta positionné par rapport au plan A et B. Alors maintenant, je vous ai parlé de lignes généralement, lignes nominalement rectilignes, surface nominalement cylindrique et ainsi de suite. Donc je vais revenir justement sur ces petits points de vocabulaire. Donc un élément idéal, c'est un élément mathématique, et on va pouvoir faire la distinction entre un élément idéal et un élément idéal borné ou limité, à savoir un plan par exemple mathématique, c'est un élément idéal, sous-entendu infini, tandis qu'un disque, c'est un élément idéal limité. Un disque, c'est la surface d'un plan contenu à l'intérieur d'un cercle. Ça, c'est pour la partie des éléments idéaux. Et puis pour construire un disque, eh bien, vous allez découper un élément idéal infini à l'aide d'une limite de découpage qui peut être un cylindre. Et puis un élément non idéal, c'est un élément du skin model, justement, donc c'est cette surface avec des petites vagues qui est présentée ici. C'est pareil, un élément non idéal peut être, entre guillemets, non limité.
ou bien il peut être limité, c'est-à-dire que je vais m'intéresser ici à la portion de peau qui est contenue à l'intérieur du cylindre de découpe. Donc c'est la partie de l'élément non idéal contenu à l'intérieur de l'élément de ma limite de découpe. Voilà pour cette distinction entre idéal, non idéal, limité, non limité, et puis de découpage. Ensuite, quelques points de vocabulaire. Donc les éléments que je présente ici, ce sont des éléments que vous allez à force retenir par cœur. Je vous invite à les retenir par cœur parce que vous les utiliserez très régulièrement. Donc vous avez un élément intégral nominal. Ce qu'on entend par élément intégral dans le cadre d'une géométrie idéale, c'est la surface en elle-même. Donc par exemple, ici sur un cylindre, l'élément intégral nominal, c'est la surface cylindrique. Et puis pour cette surface cylindrique, vous allez pouvoir associer un élément dérivé nominal, qui est l'axe de la surface cylindrique. En termes de skin model, et vous n'avez que l'élément intégral accessible, un élément intégral réel. Et de ce skin model, vous allez pouvoir extraire un certain nombre d'éléments. Donc vous allez voir un élément intégral extrait qui va être extrait parce qu'en réalité, de ce skin model, on ne connaît qu'un certain nombre de points. Et puis pour cet élément intégral extrait, vous allez pouvoir associer un élément dérivé extrait. Vous allez aussi pouvoir définir un élément intégral associé, donc c'est-à-dire sur cette surface extraite nominalement cylindrique, vous allez pouvoir associer un cylindre idéal. Et puis pour cet élément associé, vous allez pouvoir définir son élément dérivé. Et puis il y a une deuxième façon d'arriver à cet élément direct, à cet élément associé, dérivé, c'est de faire une association indirecte. En gros, ici j'ai une surface nominalement cylindrique à laquelle je vais associer une surface cylindrique et j'utilise comme élément dérivé l'axe de cette surface cylindrique associée. La deuxième façon de voir les choses, c'est que j'ai une surface nominalement cylindrique de laquelle je vais dériver un élément extrait qui est cette ligne nominalement rectiligne. Et à cette ligne nominalement rectiligne, je vais associer un axe. Et donc ça, c'est l'élément dérivé indirectement associé, qui n'est pas nécessairement le même que l'élément dérivé directement associé. Alors ces différentes notions, comme elles arrivent ici en bloc, elles peuvent paraître un peu abstraites, vous avez peut-être un peu du mal à voir à quoi elles correspondent, pourquoi, quel est l'intérêt de la distinction entre éléments directement associés ou éléments dérivés indirectement associés, pourquoi on a ces différentes distinctions et ainsi de suite. On reviendra bien sûr sur tout ça à l'occasion des différents exemples. En gros, ce qu'il faut retenir, donc cette page 24, hein, c'est le résumé de la page précédente avec le minimum à retenir dans un premier temps. Un élément intégral, c'est une ligne ou une surface, mais concrètement, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Et c'est vraiment ça qui est important dans la notion d'élément intégral. C'est vraiment cette notion d'aspect physique de l'élément intégral. L'élément intégral peut être touché, c'est-à-dire que vous prenez votre doigt, vous touchez la surface, et c'est une surface intégrale. Tandis qu'un élément dérivé, c'est un élément qui va être construit mathématiquement à partir d'un élément intégral. Et donc, si on veut résumer les choses, eh bien, l'élément dérivé, lui, par contre, ne peut pas être touché. Il n'a pas de réalité physique. L'axe d'un cylindre n'a pas de réalité physique. Autant vous pouvez toucher le cylindre avec le doigt, autant vous ne pouvez pas toucher l'axe du cylindre. Donc voilà la distinction entre élément intégral et élément dérivé. Pour faire le lien entre tout ça, il faut encore montrer 6 opérations de création des éléments géométriques, qui sont la notion de partition. Bon, ici, c'est lié à ce qu'on a vu déjà, hein, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la peau représentative d'une surface nominalement plane, qui est matérialisée ici en gris, vous allez récupérer une partition seulement de cet ensemble-là, en découpant à l'aide d'un volume ici prismatique, le petit carré de peau qui nous intéresse ici.
Ensuite, l'extraction, c'est un petit peu le même principe. La différence, si vous voulez, c'est que la partition, c'est une opération qui est continue. Vous allez identifier ici une partie continue de la peau, alors qu'avec l'extraction, vous allez identifier une partie discrète, représentée par l'ensemble des points situés ici. Ensuite, vous avez la notion de filtrage, qui permet de construire des éléments associés, par exemple. À partir d'une ligne nominalement rectiligne, vous allez filtrer le bruit en quelque sorte de manière à identifier uniquement, on pourrait dire, la composante basse fréquence des positions suivant X et Y et Z des points pour construire une ligne. Ensuite, vous avez la notion d'association. Donc, sur votre surface nominalement plane, donc sur la peau qui est présentée ici, vous allez associer un plan mathématique avec un critère d'association qui peut être minimiser les moindres carrés, être tangent à l'extérieur de la matière pour les deux critères principaux. Quatrième critère d'association, c'est la notion de collection. Et bien simplement, avec deux éléments de peau, vous allez les rejoindre pour définir un seul élément qui est l'association de ces deux éléments, la collection de ces deux éléments de peau. Et puis sixième élément, sixième opération, c'est la notion de construction. Par exemple, vous voulez retrouver ici cette ligne qui fait la frontière entre les deux éléments, et bien vous allez faire une construction complexe qui va associer différentes opérations de création précédentes, à savoir peut-être une partie de partition. Ensuite, vous allez associer des plans aux partitions identifiées et puis vous allez construire l'élément qui vous intéresse par l'intersection des deux plans associés. Voilà ici la construction de ces éléments. Alors encore une fois, je vous présente tout ça un petit peu rapidement. N'hésitez pas à revenir sur ces diapositives dans le futur quand on parlera de tout ça. Et puis on y reviendra aussi à l'occasion des séances de TD. Pour les éléments géométriques idéaux, ces éléments géométriques idéaux sont définis mathématiquement par leurs caractéristiques intrinsèques, par leurs caractéristiques de situation, par leurs éléments de situation et par leur classe d'invariance. Je vais revenir dans les minutes qui suivent sur ces 4 éléments. On définit une caractéristique intrinsèque comme étant une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques intrinsèques permettant de définir un élément géométrique idéal. Donc par exemple, si vous voulez définir un cylindre, vous avez besoin d'une information intrinsèque qui est le diamètre du cylindre. Et c'est la seule chose dont vous avez besoin pour définir un cylindre. Donc c'est ce qu'on entend ici par caractéristique intrinsèque. Les éléments géométriques de base, à savoir un point qui est un élément à 0 dimension, une droite qui est un élément à 1 dimension et un plan qui est un élément à 2 dimensions, ne possèdent pas de caractéristiques intrinsèques. C'est-à-dire que vous n'avez pas de moyen, si vous voulez, de définir un plan tout seul. Pour parler de ces éléments-là, on va avoir besoin de caractéristiques de situation. J'y reviendrai sur la diapositive suivante, mais avant ça, petit point sur les caractéristiques intrinsèques. Donc on retrouve ici le fait que pour définir un cylindre, on ait besoin d'un diamètre. Si vous voulez définir un cône, par exemple, vous avez besoin de l'angle au sommet et c'est tout ce qu'il faut pour définir un cône. Si vous voulez définir une ligne hélicoïdale, vous avez besoin de 2 éléments qui sont le pas de l'hélice et le rayon de l'hélice. Donc voilà ici, résumé dans ce tableau, l'ensemble des caractéristiques intrinsèques pour les différentes géométries qui peuvent être rencontrées. Ensuite, vous allez pouvoir situer votre élément dans l'espace. Et donc, les caractéristiques de situation permettent de positionner un élément géométrique idéal dans un espace affine rapporté à un repère. Donc, par exemple, j'indiquais tout à l'heure qu'un point ne possédait pas de caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire qu'un point qui possède 0 dimension ne peut pas être caractérisé. Par contre, un point peut être situé dans un repère à l'aide de 3 coordonnées x, y, z. Une droite ne peut pas être caractérisée intrinsèquement. Par contre, elle peut être située dans un repère. Elle passe par un point, donc vous allez définir les 3 coordonnées x, y, z de ce point, et elle est dirigée par un vecteur, et vous allez définir les 3 coordonnées de ce vecteur. Donc voilà ici les éléments de situation qui permettent de positionner une droite dans l'espace. Donc ça, c'est la partie situation, les coordonnées des 3 points.
Et puis vous avez les caractéristiques d'orientation, le vecteur directeur de la droite. Donc une caractéristique d'orientation est une dimension angulaire entre deux plans, entre une droite et un plan, entre deux droites, par exemple. Et puis pour terminer, caractéristique de position, qui est une dimension linéaire entre deux points, un point et une droite, un point et un plan, deux droites parallèles ou deux plans parallèles. Voilà pour cette définition. Et un exemple à propos des éléments de situation. Donc, par exemple, si je veux représenter un cône dans l'espace, eh bien, j'ai besoin déjà de définir intrinsèquement le cône. Et puis ensuite, ce que je vais avoir besoin de définir comme élément de situation, ce sont finalement deux angles. Le premier va me permettre de définir l'angle alpha entre la direction X et la direction du plan vertical qui contient l'axe du cône. Et puis, je vais avoir besoin d'un deuxième angle qui est l'angle bêta, qui est l'angle qui va permettre de mesurer l'angle d'élévation de l'axe du cône dans ce plan vertical. Ça me permet d'orienter le cône dans l'espace. Et ensuite, si je veux positionner le cône dans l'espace, eh bien, je vais avoir besoin de trois longueurs supplémentaires qui sont les coordonnées A, B et C du sommet du cône. Tout ça me ramène au tableau suivant, dans lequel je donne les éléments nécessaires si je veux situer un point dans l'espace. Enfin, quels sont les éléments de situation dont j'ai besoin pour représenter la position d'un point. Alors, pour représenter la position d'un point dans l'espace, bien sûr, je n'ai pas forcément le choix. Dans la mesure où un point ne possède pas de caractéristiques, la seule chose que je peux faire, c'est d'utiliser ce point-là pour situer ce point-là. De la même manière, si je veux situer une droite dans l'espace, je n'ai qu'une seule solution, c'est de m'appuyer sur la définition de la droite. Par contre, si je veux situer un cercle dans l'espace, j'ai besoin de deux éléments qui sont un plan, le plan qui va contenir le cercle, et un point qui va être le centre du cercle. Et avec ces deux éléments seulement, eh bien, j'arrive à situer complètement un cercle dans l'espace. Et puis, vous avez le même genre de choses pour les géométries 1D, à savoir une ligne hélicoïdale ou une courbe elliptique, ou bien pour les géométries 2D, à savoir donc si je veux quels sont les éléments dont j'ai besoin pour situer un plan dans l'espace. Et encore une fois, comme le plan ne possède pas de caractéristiques intrinsèques, eh bien le plan lui-même est élément de situation pour se définir. Si je veux définir une sphère dans l'espace, eh bien j'ai besoin d'une seule information qui est la position d'un point, le centre de la sphère. Donc voilà ici tous les éléments dont j'ai besoin. Alors il reste une dernière chose dans ce que j'ai présenté, enfin à présenter ici, c'est à propos de la notion de classe d'invariance ou de degré d'invariance. On entend par degré d'invariance un mouvement que peut subir un élément géométrique idéal dans un repère sans que sa situation soit changée. Donc c'est-à-dire que si je prends le cône ici qui est situé à gauche et que je le fais tourner d'un angle alpha autour d'un axe vertical, eh bien je change la situation du cône. Par contre, si je prends ce cône qui est situé ici et que je le fais tourner d'un angle bêta autour de l'axe du cône, eh bien je ne change pas la situation du cône. Il a tourné sur lui-même, mais si je veux le repérer dans l'espace, je vais toujours avoir les mêmes valeurs des 5 paramètres alpha, bêta, A, B et C. Et donc c'est à partir de cette observation-là qu'on va définir la notion de classe d'invariance. On parlera de classe d'invariance quelconque s'il n'existe aucun déplacement permettant de laisser la géométrie inchangée. C'est le cas par exemple d'une courbe elliptique. Vous n'avez aucun mouvement possible qui permette de laisser une ellipse inchangée. On parlera de classe d'invariance prismatique si vous avez une translation qui permet de laisser la géométrie inchangée. Donc si vous prenez une brique, par exemple, ou d'une manière générale un prisme à base elliptique ou en développante de cercle ou à base quelconque, eh bien vous pouvez déplacer cette brique-là dans une direction en translation sans modifier la géométrie de la brique. Ce que j'entends ici par géométrie de la brique, c'est dans le sens idéal d'un cylindre qui est un élément infini.
Ensuite, vous avez la classe d'invariance révolution. Donc cette fois-ci, un cercle, par exemple, est invariant par révolution, autrement dit par rotation. Si vous faites tourner un cercle autour de l'axe perpendiculaire au plan du cercle, eh bien, vous gardez le même cercle. Et ainsi de suite pour les différentes classes d'invariance, avec les différents degrés de liberté en rotation et ou translation qui peuvent exister. Pour résumer les choses, les éléments idéaux sont définis par leur type limité ou non nominal ou associé, leur classe d'invariance, faisant appel aux caractéristiques intrinsèques, et les éléments de situation permettant de les situer dans un repère. Ces éléments idéaux peuvent être issus de la géométrie nominale ou obtenus par une des opérations d'association à un élément du skin model, de collection qui crée un ensemble à partir de deux éléments idéaux, ou de construction à partir de plusieurs éléments idéaux. Le concept de spécification GPS, donc la spécification géométrique des produits, consiste à définir au travers d'un dessin de définition les dimensions et les caractéristiques de surface d'une pièce, ainsi que les variations autour de cet optimal pour lequel la fonction est toujours satisfaite. Donc on va définir en quelque sorte la plage de variation des paramètres de situation et des paramètres intrinsèques des éléments dont on vient de parler ici. Et donc, quelques exemples pour terminer, on est ici dans la dernière minute. Eh bien, si je veux positionner une sphère par rapport à un plan, j'ai besoin de connaître les éléments intrinsèques de la sphère. On a vu tout à l'heure que l'élément intrinsèque permettant de caractériser une sphère, c'était le centre de la sphère. Et puis, si je veux positionner cette sphère, eh bien, il va falloir définir une longueur par rapport à une surface de référence. Et dans ma démarche de spécification, je vais définir les variations, plus ou moins T0, que cette longueur va pouvoir prendre. Ça, c'est pour la spécification par dimension. Et pour la spécification par zone de tolérance, eh bien, le principe est un petit peu le même, mais il est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire que je vais définir une zone qui va être le volume compris entre deux surfaces sphériques. Et là, cette fois-ci, je vais spécifier la position de chacun des points de la surface sphérique par rapport à une référence, en disant que donc, l'ensemble des points doit être contenu dans le volume compris entre deux sphères positionnées à telle distance du plan de référence, par exemple, et de diamètre tel et tel. Voilà ici pour ces premiers concepts sur la notion de spécification géométrique des produits. À l'occasion des prochaines séances, on pourra voir donc la suite de ce cours qui porte sur le langage graphique normalisé ISO-GPS.